viendra plus en plus vieux, bien plus il faut penser à notre avenir. Il y a aussi un projet, elle a un projet personnalisé en fait, qui va être travaillé au cours de l'année, puis à la fin de l'année, on fait le bilan avec l'équipe de Clairbois. Donc c'est vraiment un projet qui est construit en partenariat entre nous et l'équipe de Clairbois pour justement favoriser son épanouissement. Alors je pense que c'est surtout le respect du résident, l'écoute du résident et de ses représentants, le respect de ses envies, de son rythme de vie. C'est vraiment s'adapter à ses besoins. Finalement, réfléchir à l'avenir, les enfants qui vont aller au pôle adulte, mais je vois ça comme une continuité. Alors l'accompagnement, c'est une perpétuelle évolution en fait. On avance systématiquement en gardant la ligne, la boussole en lien avec la prise en charge, et puis on essaye au fur et à mesure de faire évoluer les choses. Topo. 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 Papa. Topo. Le podcast où nous va contre. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 3 dédié à l'accompagnement des personnes en situation de handicap et des profils accompagnés. L'équipe de la Rédac a recueilli plusieurs témoignages liés à cette thématique. Les personnes interviewées nous partagent leur point de vue et leur expérience. Commençons tout de suite par écouter les témoignages de Delphine Beulne et de Roxane Morzier, toutes deux mamans d'enfants qui résident à la Fondation Clairbois. Je m'appelle Delphine, je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Lisiane, qui a aujourd'hui 8 ans et qui est à Clairbois-Chambésy depuis 7 ans. Elle est arrivée plus ou moins la veille de ses 1 an. Comment avez-vous connu la Fondation Clairbois ? Alors en fait, nous, on est arrivé à Genève en 2018, en janvier 2018. Donc Lisiane, à l'époque, elle avait 10 mois. Et puis, il y avait certaines questions déjà qui interpellaient les médecins, notamment elle avait un manque de tonicité. Donc, c'était un enfant qui se tenait pas assise, qui se mettait pas sur le ventre non plus. Donc, on est arrivé en Suisse, donc on a continué le suivi avec les médecins. Et donc, ils nous ont recommandé de prendre contact avec Clairbois. Qu'attendez-vous de la Fondation pour votre fille ? Il y a 4 points. Donc, le premier... c'est d'offrir justement un cadre chaleureux dans lequel ma fille soit comprise et accompagnée dans sa globalité, qu'elle puisse continuer à développer ses capacités sensorielles et relationnelles à travers les différentes activités proposées. Ensuite, en deuxième point, je dirais qu'elle soit toujours entourée de personnes justement bienveillantes, qui soient à l'écoute, capables de reconnaître ses besoins, ses émotions, de respecter son rythme. Et puis, en troisième lieu, c'est d'avoir justement une bonne collaboration avec l'équipe, avec nous, la famille, parce que du coup, on connaît aussi Lisiane sous un certain angle et puis eux sous un angle peut-être plus professionnel. Donc, c'est vrai que c'est ensemble qu'on peut vraiment assurer une continuité et une cohérence dans son accompagnement. Et après, je dirais, pour finir, c'est vraiment la sécurité, parce que c'est des personnes justement qui sont vulnérables. Et du coup, c'est quand même rassurant de sentir qu'il y a une vigilance. Qu'est-ce que Clairbois apporte concrètement dans sa vie de tous les jours ? Alors, Lisiane, donc à Clairbois, elle a un planning hebdomadaire qui est très varié, très riche, avec différentes activités, des activités éducatives, sensorielles, thérapeutiques. Elle va aussi à la piscine, il y a un bassin en fait à Chambésy. Et puis, elle a aussi des activités avec les animaux, par exemple avec les ânes. Et elle va aussi en ce moment, enfin déjà l'année dernière, elle va une demi-journée à Bioparc, par exemple. Donc en fait, c'est vrai que toutes ces activités, ces différentes stimulations, elles sont très précieuses pour l'aider à progresser, puis à favoriser sa motricité, son autonomie. Il y a aussi elle a un projet personnalisé en fait, qui est mis en place en début d'année avec les priorités sur lesquelles ce qui va être travaillé au cours de l'année. Puis à la fin de l'année, on fait le bilan avec l'équipe de Clairbois. Donc, c'est vraiment un projet qui est construit en partenariat entre nous et l'équipe de Clairbois pour justement favoriser son épanouissement. Et comment vous pensez que les gens à Clairbois pourraient accompagner votre fille pour qu'elle puisse progresser ?
Je pense qu'en fait, les thérapies, déjà, c'est un truc c'est comme la physio ou l'ergothérapie. Ça, c'est des choses qui restent plus ou moins à vie, hein, parce que pour les personnes qui vont être en fauteuil roulant, le fait de ne pas bouger par eux-mêmes, c'est le type de thérapie qu'ils ont tout le temps besoin, en fait. Et puis après, de toujours continuer aussi les apprentissages, en fait, parce que, je vois par rapport à ma fille, forcément, tout prend du temps, même si elle fait des progrès. C'est des mois, c'est pas des choses qui vont être transcendants en une semaine et que ce sera acquis, en fait. C'est petit à petit que ça se travaille. Donc, en fait, les apprentissages, faut toujours les continuer parce que, du coup, entre ce qu'ils apprennent là, par exemple, l'enfance, qu'ils vont ensuite continuer à apprendre quand ils vont être adolescents, peut-être qu'ils les auront pas encore totalement acquis, donc ils vont encore continuer à les apprendre à l'âge adulte, en fait. C'est pour ça que je me dis qu'en fait, à un moment donné, ça viendra parce qu'on sent que petit à petit, à force de la mettre debout, à force de faire des exercices à claire-voie, tout ça, elle progresse en musculature. Et donc du coup, c'est ça. Donc peut-être qu'elle se mettra à marcher, je sais pas, peut-être qu'elle aura 14 ans, 15 ans, j'en sais rien, mais du coup, ça sera toujours quelque chose à continuer à la faire marcher au quotidien pour qu'elle perde pas, qu'elle continue encore de prendre des forces. Et puis peut-être qu'après ça, il y aura encore autre chose, en fait. Je dirais qu'elle a vraiment de la chance. Elle est entourée par une équipe qui est vraiment passionnée par leur travail, qui sont vraiment engagés. Et j'en profite d'ailleurs pour les remercier, c'est l'occasion. Pour commencer, quand est-ce que votre enfant est arrivé à Clairbois ? Alors, ça fait à peu près 20 ans. Elle avait 4-5 ans à Chambézy. Ensuite, elle est passée à Lancy et puis maintenant, elle est aux Minoteries depuis 5 ans. Comment avez-vous vécu l'évolution de son accompagnement depuis son arrivée à la Fondation ? Alors, l'accompagnement, il a changé en fonction de son âge, évidemment. Au début, elle était accueillie quelques demi-journées par semaine. Ensuite, quelques jours. Et puis maintenant, elle est à plein temps la semaine. Elle rentre le week-end. À l'école, à Chambézy, elle avait l'école, les thérapies. Maintenant, elle n'a plus d'école, évidemment. Elle est adulte. Elle a encore les thérapies, elle a les sorties. Elle est accompagnée tout au long de la journée pour différentes activités. Et puis cet internat, c'était pas vraiment notre choix de départ. Nous, on aurait bien aimé la garder un petit peu plus à la maison. Mais à l'âge adulte, on n'a plus trop le choix. C'est soit ils restent à la maison ou en hôpital de jour, soit ils sont internes. Donc maintenant, elle est interne et puis ça se passe bien. Selon vous, est-ce que votre enfant est heureux à Clairbois ? Alors, il faudrait lui poser la question à elle. Alors, elle parle pas, c'est difficile, mais je pense qu'elle l'est parce que quand elle rentre le week-end, le dimanche soir, quand on la ramène, elle est assez contente de retrouver ses copains, les personnes qui s'occupent d'elle. Dès qu'elle voit quelqu'un qu'elle connaît, elle est toute contente. Donc, je pense que oui, elle est assez heureuse là-bas. Lorsqu'une personne arrive à Clairbois, la Fondation analyse-t-elle d'abord les besoins du futur résident ou la place est-elle attribuée principalement en fonction des disponibilités dans les appartements ? Alors, de ce que je sais, en tout cas, ce qui s'est passé pour notre fille, c'est plutôt en fonction des disponibilités. Parce qu'elle a attendu plusieurs mois, voire plusieurs années pour pouvoir intégrer un établissement pour adultes. Donc ça s'est fait aux Minoteries, parce qu'une place est libérée aux Minoteries, mais elle aurait pu venir ici à Pinchat, elle aurait pu aller à la Gradelle aussi. Ça, on ne le savait pas d'avance. Donc c'est plutôt en fonction des places. À votre avis, quels sont les moyens qui peuvent favoriser le maintien de l'autonomie et garantir une bonne qualité de vie pour une personne en situation de handicap ? Alors je pense que c'est surtout le respect du résident, l'écoute du résident et de ses représentants, le respect de ses envies, de son rythme de vie. C'est vraiment s'adapter à ses besoins. Quelles sont selon vous les ressources et outils nécessaires pour développer l'accompagnement dans les années à venir ? C'est les ressources en personnel. Je pense que ça, c'est un problème. Il faut du monde pour s'occuper de nos enfants. Ils ont besoin de beaucoup d'encadrement. Des locaux qui sont adaptés, si possible aérés, lumineux, modernes. Voilà. Et puis surtout l'écoute des familles et puis du personnel encadrant. Quelles qualités et compétences considérez-vous essentielles chez les professionnels pour bien accueillir et accompagner une personne en situation de handicap ? Alors un petit peu la même chose, l'écoute, le respect de la personne surtout, et puis l'engagement professionnel, l'engagement envers les résidents. Ça demande beaucoup d'engagement, ce travail. Quel rêve ou quel souhait avez-vous pour l'avenir de votre enfant, en particulier dans l'accompagnement ? Alors, son bien-être. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'elle soit bien, qu'elle continue à aller bien, physiquement, moralement, que son accompagnement soit adapté, qu'on puisse suivre ses besoins, et puis une vie sereine et sans souffrance.
Écoutons maintenant des interviews qui ont été enregistrées lors de la journée Tous en Fête, organisée le 6 septembre à l'occasion du 50e anniversaire de la Fondation Clairbois. Alors, je suis Pierre-Alain Formica et je suis aussi le président de Dansabile. Pour nous, là, ma femme et moi, on a la chance en fait d'avoir un fils handicapé mais qui peut parfaitement vivre en autonomie avec nous, avec toute notre famille, son frère, sa sœur. On n'a pas trop de soucis à ce niveau-là, mais comme toute personne, il vieillit, il est en train de vieillir. Nous aussi, les parents, on vieillit, donc ça va poser dans les années futures, bien sûr, des problèmes. Si on disparaît en tant que parent, il faudra bien qu'il se débrouille. J'imagine que son frère et sa sœur pourront bien sûr l'entourer, continuer à l'entourer, mais que sait-on de l'avenir, hein? C'est vrai que c'est une problématique qui est préoccupante quand on vieillit. Là, ce fils qui s'appelle Lucas, il a 45 ans. Donc, vous voyez, dans quelques années, ça sera peut-être une personne dans une situation un petit peu plus délicate qu'aujourd'hui. Et on espère, bien sûr, organiser au mieux cette problématique, mais en restant surtout dans le cadre familial. Je m'appelle Horace Gauthier, je suis le président du conseil de fondation de Clairbois. Comment Clairbois prévoit-il d'accompagner les personnes en situation de handicap qu'ils avancent en âge et quel avenir souhaitez-vous leur construire? Il y a un grand défi là aussi, et puis il y a une grande question sur laquelle on se tourne vers les spécialistes du handicap et puis les spécialistes de la médecine et de la médecine du grand âge, pour savoir si au fond, une personne en situation de handicap qui vieillit, c'est une personne en situation de handicap ou une personne qui vieillit. Est-ce qu'il faut avoir des EPH, les établissements pour handicapés, selon la terminologie de la loi, ou est-ce qu'il faut avoir des EMS? Quand on a démarré le projet de la Gradelle, la Gradelle, c'est dans le complexe du nouveau prieuré, et le nouveau prieuré, c'est avant tout un EMS. Et on s'est posé la question déjà à l'époque, ça a ouvert en 2016, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, de savoir s'il faudrait que nous fassions de la Gradelle un EPH pour personnes âgées de Clairbois. Et puis finalement, on avait trop de besoins avec ceux qui étaient déjà là, donc on n'a pas attendu qu'ils vieillissent et on a ouvert tout de suite. Mais c'est un des défis à long terme de la Fondation. Savoir quel sera le bon choix, je suis incapable de vous le dire aujourd'hui. Alors moi, je m'appelle Amélie Braco, je remplace Héloïse Parisi et je suis responsable de secteur du GH et des 2 centres de jour de Pinchat. Effectivement, c'est quelque chose qui se pose, une question qui se pose, mais déjà dès le pôle enfance, finalement, réfléchir à l'avenir, les enfants qui vont aller au pôle adulte, mais je vois ça comme une continuité et puis construire à nouveau ensemble le pôle enfance-adolescence, pôle adulte et puis réfléchir au futur sur ce vieillissement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble pour accueillir au mieux dans les besoins de chacun. Je m'appelle Agostina Mendes, je suis responsable de secteur à Minoterie, donc appartement 2 et 3 et la passerelle à Pinchat. Mais il y a des démarches qui sont déjà mises en place depuis longtemps ou Il y a des formations qui sont mises en place avec partenaire Chrysalia pour accompagner les équipes dans la formation de TSA, l'engagement de personnel plus formé, de plus en plus, avec des critères plus spécifiques quand on engage le personnel à être attentif, donc sur quoi ils sont spécialistes, entre guillemets, on va dire, et de renforcer aussi certaines équipes dont il y a des problématiques, on va dire cas complexes, comme on les appelle, un renfort des équipes pour pouvoir accompagner de manière optimale tous les bénéficiaires de manière générale, parce qu'on ne peut pas se focaliser que sur les cas complexes, mais aussi il y a tous les autres bénéficiaires autour auxquels on doit prêter attention et pouvoir les accompagner au mieux. Et voici pour finir ce podcast le témoignage de Grégory Bourgeot,
responsable de l'accompagnement de personnes en situation de handicap du pôle adulte de la Fondation Clairbois. Il nous partage une vision de l'accompagnement tournée vers l'avenir. En regardant cette période de 50 ans, selon vous, qu'est-ce qui reste encore à faire pour s'améliorer dans ce contexte ? Alors l'accompagnement, c'est une perpétuelle évolution en fait. On pourrait imaginer, pour se donner une image, une sorte de funambule qui avancerait sur un fil et qu'il s'équilibrera au fur et à mesure. Donc l'accompagnement, c'est un peu du même ordre, c'est-à-dire que on avance systématiquement en gardant la ligne, dont la boussole, en lien avec la prise en charge, et puis on essaye au fur et à mesure de faire évoluer les choses. Et vers quel type d'accompagnement pourrions-nous aller ? Nous réfléchissons, je représente l'équipe de direction du pôle adulte, on est des responsables d'accompagnement, des responsables de secteur, une direction, et différents autres professionnels avec une vision pluridisciplinaire. Et notre avancée, elle tourne vers l'idée de faire en sorte de trouver des lieux spécifiques qui puissent accueillir de la meilleure manière les différents bénéficiaires que nous recevons dans la Fondation. L'idée de l'évolution au niveau du pôle adulte et de la prise en charge des bénéficiaires, c'est de permettre le plus possible de trouver des lieux adéquats. L'idée, c'est peut-être, pour encore une fois se représenter, d'avoir un cocon qui puisse être le plus apte aux personnes à pouvoir véritablement vivre leur vie sereine et individuelle. Donc vous parlez de cocon, comment cette idée est née et qu'est-ce qu'elle représente ? Alors, on est déjà fidèle à notre héritage, et on parle de l'anniversaire des 50 ans, donc on est fidèle à l'héritage de ces 50 dernières années, et ce que nous souhaiterons mettre en avant, c'est une proposition en lien avec des environnements spécialisés, qui seraient ces véritables cocons facilitateurs pour les personnes accompagnées. Donc on pourrait voir différents types de cocons, des cocons peut-être qui seraient plus sensoriels, et qui seraient conçus comme des havres de paix pour l'éveil et la communication non verbale, et puis on pourrait aussi voir des cocons qui seraient une sorte de repères temporalisés et qui offriraient un cadre structurant et sécurisé pour les personnes. Ou alors des cocons qui permettraient une ouverture un peu plus sociale, qui serait une sorte de tremplin vers la vie citoyenne, pourquoi pas, et collective. Et enfin, peut-être un cocon du type autonome ou autonomie qui permettrait un espace de ressources pour soutenir le pouvoir d'agir et d'autonomisation des personnes. Dernière question, ce changement culturel, cette évolution, est-ce qu'elle est aussi partagée par d'autres institutions, des écoles de formation, écoles privées ou des familles ? Et si ce n'est pas le cas, que faire pour mieux tous les inciter à être inclus, se sentir concernés tout en s'adaptant à la nouveauté ? Est-ce qu'il faut un soutien mutuel en fait entre les familles, les écoles, davantage à l'avenir ? Alors, l'évidence, c'est effectivement que l'évolution, elle ne peut pas se faire seule de notre côté. Oui. Donc, elle doit être soutenue par un contexte un peu plus collectif. Ce qui structure en fait nos actions, c'est la CDPH. Et donc, effectivement, dans cette dynamique-là, on peut avoir chacun, je dirais, des mises en place assez spécifiques en termes d'institutions, en termes de structure, de professionnalisation, mais on est tous inspirés par ce même mouvement de la CDPH, qui est notre boussole d'action. Souhaiteriez-vous, avant de clore complètement, de rajouter quelque chose en tout cas ? L'idée d'ajouter quelque chose, c'est peut-être de se dire qu'on est sur un chemin qui n'est jamais défini au préalable. Donc il y a l'idée de construire et de construire ensemble. Cette construction, elle doit se faire le plus possible avec quelque chose qui est de l'ordre de la créativité. On essaie de mettre en avant cette créativité et puis de faire travailler toutes les parties prenantes dans cette dynamique-là. Depuis combien de temps es-tu à Clairbois ? Depuis 1989. Comment te sens-tu dans ton appartement ? Bien, je me sens libre. Qu'est-ce qui t'aide le plus dans l'accompagnement que tu reçois ? Mon amour, mes amours de mes copains, des éducateurs, et puis surtout ma maman. Qu'est-ce qui serait important pour toi pour bien vivre ta retraite à Clairbois ? C'est qu'on s'occupe plus de moi, et puis aussi... c'est par exemple de faire des jeux, de faire des jeux sympas, de faire des
des karaokés, de faire plus de sorties. Comment aimerais-tu que l'accompagnement évolue dans les prochaines années ici à Clairbois ? Dans les prochaines années à Clairbois, j'aimerais qu'il y ait plus d'éducateurs, plus d'éducatrices pour nous promener parce qu'on viendra plus en plus vieux. Et bien plus, il faut penser à notre avenir. C'est sur les mots d'Alexandre, résident à Clairbois-Pinchat, que nous concluons. J'en profite pour remercier tous mes collègues de la rédac et de l'atelier multimédia pour tout le travail accompli pour Topo durant toute cette année. Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne et heureuse année 2026, en espérant qu'elle répondra à vos attentes. Excellente fête de fin d'année et à l'année prochaine. Ciao!